Monsieur le directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics, Monsieur le directeur général de AS Consultant, Messieurs les membres du conseil exécutif du JICAM, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise ou représentants, en tout cas les membres du JICAM, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au nom du JICAM, je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette salle multiservice du JICAM à l'occasion de cette deuxième édition, saison 2014, des traditionnels dîners débats du JICAM, initiative qui fête en cette année 2014 ses 10 ans d'existence. Le thème de ce jour est évocateur, marché public et accélération de la croissance. Et en même temps, il suscite moult questions. Pourquoi la nouvelle configuration du système des marchés publics continue-t-elle de souffrir d'un déficit d'appropriation? La répartition des rôles entre les différents intervenants, autorités contractantes, autorités de contrôle, autorités de régulation, commission centrale, commission ministérielle, commission régionale, est-elle bien perçue par tous les acteurs et observateurs? Où en sommes-nous avec la pratique de la sous-traitance dans le cadre de la réalisation des grands chantiers suite à des circulaires du Premier ministre signées alors même qu'il a été évoqué une proportion de 30 à 40% à réserver aux entreprises locales? Les questions qui se posent autour de notre système de marché public sont nombreuses et à vrai dire, nous n'étions pas sûrs, compte tenu de leur complexité et parfois de leur sensibilité, de réunir autour d'une même table de discussion et de partage les deux principaux acteurs du secteur. Même si, et cela ne vous a sans doute pas échappé, les deux personnalités que sont le ministre en charge des marchés publics et le directeur général de l'ARMP ont longtemps travaillé ensemble sur ce dossier dans les services du Premier ministre avant que chacun ne prenne son destin. Qu'il me soit permis, avant d'ouvrir donc cette séance, deux choses, avant de lui passer la parole. D'abord, vous dire rapidement qui sont nos panélistes, même si mon petit doigt me dit que vous les connaissez déjà. Monsieur Alphonse So, qui prendra la parole en premier, est ingénieur de conception, diplômé de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Après 8 années passées dans l'administration camerounaise, il a rejoint en 1996 un bureau d'études à dimension panafricaine qu'il a quitté 8 ans plus tard, en 2004. Depuis lors, il travaille principalement comme consultant de la Banque mondiale pour la préparation, la négociation et la supervision des projets de transport et de développement urbain en Afrique centrale et de l'Ouest. Il a une bonne connaissance du contexte de gestion de la commande publique au Cameroun pour avoir été pendant plusieurs années l'un des acteurs du système au niveau du secteur privé. Par ailleurs, ces dernières années, il a préparé des manuels d'exécution de projets et pris part à plusieurs audits et évaluations de projets d'infrastructure. Nos deux autres panélistes sont peut-être mieux connus encore, et nous n'allons pas nous attarder dans des biographies plus longues. Notons simplement que M. Joseph Ngor, le directeur général de l'ARMP, est douanier de métier. Il a longtemps travaillé à la direction des douanes de l'époque. Et puis, depuis 2005, il a travaillé au secrétariat général des services du Premier ministre en qualité de chef de la division des marchés publics. Et c'est tout à fait naturellement que lorsqu'il a fallu retoucher la structure dirigeante de l'ARMP en octobre 2012, il a été promu directeur général d'un espace qu'il connaissait déjà plutôt bien. Le ministre Abbas Sadou, lui-même, il a longtemps travaillé dans les services du Premier ministre comme conseiller technique numéro 2, et il avait en particulier la charge de conduire les projets en rapport avec les marchés publics. Et il est ministre chargé des marchés publics depuis le remaniement ministériel du 9 décembre 2011. Le JICAM n'est pas représenté dans le panel. Et je voudrais donc me permettre, avant les exposés des panélistes, de résumer quelques préoccupations des membres du JICAM en rapport avec le sujet de ce soir, convaincus cependant que l'essentiel des réponses se trouve probablement dans les présentations de nos intervenants.
Globalement, donc, les préoccupations du GICAM en rapport avec les marchés publics sont de deux ordres. Il y a des préoccupations d'ordre général et des préoccupations spécifiques de certaines entreprises qui ont débouché sur des contentieux réels. Au niveau des préoccupations générales, la première concerne l'appropriation de la nouvelle architecture des marchés publics. Nous l'avons évoqué rapidement en introduction. La nouvelle configuration du système de marchés publics continue de souffrir d'un déficit d'appropriation. La répartition des rôles entre les différents intervenants n'est pas clairement perçue par les acteurs eux-mêmes, ce qui rejaillit sur leurs relations avec les prestataires et autres partenaires. En l'occurrence, la nouvelle configuration qui fait de la délégation régionale du MINMAP la seule autorité compétente au niveau régional crée des dysfonctionnements dans la passation des marchés dont les maîtres d'ouvrage sont les ministères sectoriels. La deuxième préoccupation d'ordre général concerne la promotion de la sous-traitance dans les grands chantiers. Des circulaires du Premier ministre ont instruit la pratique de la sous-traitance dans le cadre de la réalisation des grands chantiers. Il a même été évoqué une proportion de 30 à 40% à réserver aux entreprises locales. La stratégie déployée pour permettre l'atteinte de cet objectif paraît peu lisible et en l'occurrence, on ne dispose pas d'une évaluation de la participation des entreprises nationales dans les grands projets déjà en cours de mise en œuvre. Un tel exercice permettrait pourtant de mieux définir et de savoir en quoi consiste la participation des entreprises nationales à ces projets et d'évaluer la faisabilité de l'objectif de 30%. D'une manière générale, le chantier de l'élaboration d'un projet de loi sur la promotion de la sous-traitance engagé par l'administration reste pour l'instant lettre morte. Troisième préoccupation d'ordre général, la gouvernance générale du système des marchés publics. Comme il ressort des préoccupations spécifiques que nous allons ressortir tout à l'heure, les entreprises sont préoccupées par la manière dont les procédures d'attribution, le contrôle et la gestion des différends sont appliqués. La transparence dans le processus de sélection des fournisseurs de carburant dans le cadre de grands projets est par exemple un sujet de préoccupation. Il en est de même des pouvoirs conférés aux commissions de passation de marché dans les sociétés d'économie mixte qui peuvent être au-dessus de ceux du conseil d'administration, pourtant reconnus comme ultime instance de décision au sein d'une entreprise. De même, la question de la responsabilité pénale de l'entreprise soumissionnaire qui peut être engagée en cas de défaillance dans le montage du dossier d'appel d'offres de la part du maître d'ouvrage est également une préoccupation. Ces problèmes de gouvernance rejaillissent sur la qualité d'exécution des marchés, l'efficacité du système et entraînent le recours abusif aux procédures exceptionnelles, la persistance de la corruption et la sous-consommation du budget d'investissement public. Quatrième préoccupation, la qualité du système de régulation et de règlement des différends. Parmi les préoccupations liées à la gouvernance du système des marchés publics, la qualité du système de régulation reste un sujet particulier de préoccupation. Les bonnes pratiques usitées reposent en général sur une nette séparation des responsabilités entre l'autorité contractante, l'autorité de contrôle et l'autorité de régulation, ceci afin d'éviter les conflits de compétences, les risques de conflits d'intérêts et d'ingérence. L'autorité en charge de la régulation devrait notamment jouir d'une indépendance totale vis-à-vis des parties prenantes du système et être dotée d'une instance de règlement à l'amiable par l'arbitrage d'un conseil de discipline. Quatrième préoccupation, les retards dans le paiement des prestations. Les procédures et délais de règlement des marchés sont déjà effectués. Des marchés déjà effectués sont souvent très longs, entraînent la faillite des PME et favorisent l'émergence des francs-tireurs. Il conviendrait de prévoir des pénalités pour l'État indexées sur le taux d'intérêt en vigueur en cas de non-respect des délais. Une telle disposition inciterait l'État à davantage de responsabilités et équilibrerait les engagements des parties, car les prestataires qui accusent ces retards dans l'exécution des marchés publics sont soumis, eux, à des pénalités. Autre problème, l'application du principe de préférence nationale. Les dispositions de l'actuel Code des marchés favorisant la préférence nationale ne semblent pas assez ambitieuses.
Elles ne portent que la nationalité des entreprises soumissionnaires et ne tiennent par exemple pas compte de l'origine des biens. C'est ainsi que les administrations s'équipent encore en grande partie de biens importés, quand bien même des produits de substitution locaux existent sur le marché. Notons également le retard dans la révision du Code des marchés publics. Le non-aboutissement de la révision du Code des marchés publics suscite des interrogations sur la gouvernance stratégique du système. La nouvelle mouture, qui devait notamment renforcer l'obligation du recours à la sous-traitance pour favoriser l'éclosion des PME, reste toujours attendue. Enfin, les retards dans le processus de dématérialisation, puisque le non-aboutissement de la dématérialisation des procédures de passation continue d'alourdir ces dernières. Pour ce qui concerne les préoccupations spécifiques, nous avons enregistré 3. La première est de l'entreprise NAL Business. Pour des lots d'un marché de fourniture de matériaux à l'usine de production d'huile et de caoutchouc à la CDC, un concurrent de NAL Business a dans un premier temps été déclaré vainqueur. Suite à une contestation de NAL Business portant sur le défaut de l'autorisation du fabricant dans le dossier du concurrent, ce dernier s'est vu retirer les lots qui ont été, dans un second temps, attribués à NAL Business. Malheureusement, le dossier a connu un 3e revirement, le marché étant à nouveau réattribué au concurrent qui en avait été destitué pour défaut d'autorisation du fabricant. Peut-être que sur cette question, tout à l'heure, nous aurons quelques éclairages. Deuxième préoccupation spécifique, elle concerne FOMA Entreprise, qui a déposé une plainte contre une décision du ministère en charge des marchés publics portant annulation en faveur d'une entreprise chinoise de la décision du 28 novembre 2012 déclarant la société FOMA comme adjudicataire de l'appel d'offres international relatif au marché de construction de l'immeuble devant abriter les services centraux du ministère des marchés publics. La raison évoquée par le ministre pour l'annulation était que les ressources initialement inscrites au budget 2013 de son ministère ont été affectées à d'autres projets de degré de maturation plus avancé. Enfin, la situation de l'entreprise Cometal, avec une plainte qui a été déposée relative à l'attribution d'un marché de livraison de 40 conteneurs à la Sodécoton à un importateur en dépit de la règle de préférence nationale qui aurait voulu que priorité soit accordée aux constructeurs locaux qui, en plus de fournir l'emploi aux Camerounais, sont plus à même d'assurer le service après-vente, contrairement à l'importateur à qui le marché a été finalement attribué. Merci, bon débat et bon dîner à tout à l'heure. Merci Alain pour cette introduction extrêmement complète. J'ai simplement envie d'ajouter que dans un contexte où nous cherchons la croissance, pardonnez-moi cette expression tout à fait usuelle chez nous, avec la torche, qu'on puisse chaque année avoir 6 000 contrats pour pratiquement 700 milliards de dépenses publiques et que l'entreprise camerounaise n'en soit pas principalement, quand je dis l'entreprise camerounaise, c'est celle installée au Cameroun, on est bien d'accord, n'en soit pas la principale bénéficiaire. Et dans le même temps, quand on parle de 700 milliards, il s'agit quand même de sommes non négligeables qui impactent forcément la croissance. Et donc, la grande interrogation que nous posons aujourd'hui sur le fonctionnement des marchés publics, nous aurions pu la poser plus tôt. Puisque cette préoccupation d'accélérer et de mobiliser pour gagner au moins 1% de croissance chaque année, nous en avions la préoccupation déjà depuis un peu plus de 2 ans. Mais nous avons voulu prendre le temps véritablement de voir la nouvelle structure de gestion des marchés publics évoluer avec tout ce qu'il y a eu comme concertation pour améliorer ce mécanisme avant d'ouvrir ce débat. Nous pouvons applaudir pour M. Sow. La petite présentation que nous avons l'intention de vous faire ce soir va tenir globalement en 3 points. On essaiera de ne pas prendre beaucoup de votre temps, donc une quinzaine ou une vingtaine de minutes.
Donc on va essayer de répondre à deux questions principales. Quels sont les blocages auxquels vous faites face aujourd'hui? Et puis, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut doper la contribution du secteur privé? Donc on va essayer de répondre à ces deux préoccupations après quelques considérations d'ordre général. Les éléments généraux, simplement un rappel, mais je suppose que vous le savez, là on parle beaucoup de marchés publics, mais en réalité les marchés publics ne sont qu'une partie de la commande publique. Les marchés publics au sens où les définissent le code des marchés. Parce que les marchés publics, quand on dit les marchés publics par rapport au code des marchés, c'est tout ce qui est au-dessus de 5 millions de francs CFA. Mais il y a ce qu'on appelle les bons de commande. Je suppose que certains d'entre vous les connaissent, les fameux 4-9. Donc ils font partie de la commande publique, même si ce n'est pas des marchés publics au sens où le code l'entend. Autre précision importante, la délégation de services publics, donc les contrats de concession, affermage et autres, font partie des marchés publics. En tout cas, c'est ce que dit le code. Tout à l'heure, on verra ce qu'il en est dans la réalité. Et puis, le code distingue également les marchés dits spéciaux. C'est les marchés, en particulier ceux qui relèvent de la défense et de la sécurité nationale. L'autre élément important, mais je pense que le président Fotso l'a annoncé d'entrée de jeu, c'est que les marchés publics, ou si vous voulez, la commande publique mobilise des montants relativement importants. Donc, c'est la quasi-totalité du budget d'investissement de l'État, une part importante du budget de fonctionnement de l'État, des entreprises publiques, des entreprises parapubliques et des collectivités territoriales décentralisées. Bon, le président parlait de 800. Moi, selon mes estimations, on devrait être largement au-dessus de 1000 milliards parce que le budget d'investissement de l'État, lui seul, comme vous le savez, pèse 1000 milliards. Donc, lorsqu'on rajoute une bonne partie du budget de fonctionnement et puis tout ce qui est dépensé ou censé l'être par les autres entités de l'État ou des collectivités, on devrait être autour de 1500 milliards, ce qui représente quand même probablement autour de 10%, plus ou moins 10% du produit intérieur brut, 10% de la richesse nationale. Donc vous comprenez donc que la commande publique est, j'ai envie de dire, de ce point de vue, au cœur même de la croissance, donc de la création de richesses. On peut également noter qu'une bonne partie est consacrée aux travaux, disons-le comme ça d'une manière générale. Donc principalement les ministères en charge des travaux publics, le développement urbain, l'éducation, la santé, etc. Sur les 1500 milliards, une bonne partie est également supportée par des emprunts extérieurs. Ce qui fait qu'en termes de passation des marchés, ce n'est pas forcément les règles nationales qui s'appliquent. Il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu par rapport aux engagements qui ont été pris par l'État. Et puis, on notera que, bon, là, je n'ai pas une évaluation exacte, mais la plupart des marchés de plus de 500 millions, dont la plupart des gros marchés, ont tendance plutôt à être sur financement extérieur. Donc ça a des conséquences par rapport au débat, aux questions qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors, là, on va commencer à entrer dans le vif du débat. Quels sont les standards internationaux en termes de passation de marché? Globalement, on en distingue 5. La première, c'est la liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que rien ne doit pouvoir vous empêcher, bien entendu, sous réserve que vous remplissiez les conditions, mais a priori, chacun doit pouvoir participer à la commande publique. La deuxième chose, c'est qu'il faut une égalité de traitement entre les candidats. Troisième chose, la transparence des procédures, ça va de soi. Quatrième, l'existence d'un dispositif de répression des atteintes à la réglementation. Et cinquième élément fondamental, c'est qu'il y ait une application effective et systématique des sanctions. En 2012, il y a eu quelques ajustements. Globalement, on a envie de dire l'esprit reste le même, c'est-à-dire qu'on a toujours le Premier ministre, enfin, c'est ce que dit le Code. Parce que certaines dispositions du Code, les dispositions fondamentales du Code des marchés n'ont pas été abrogées. Donc on a toujours normalement le Premier ministre qui est l'autorité en charge des marchés publics. Il a toujours l'arbitrage, disons une partie de l'arbitrage. Et normalement, j'insiste sur normalement, les recours en ce qui concerne les attributions doivent lui être adressés. Sauf qu'il y a le ministère des marchés publics
Et il y a en particulier une circulaire de juin 2012 qui redistribue les rôles, au-delà du décret présidentiel donc, qui a créé le ministère et qui a défini ses attributions. Donc ce ministère, à travers cette circulaire-là, reprend une partie des attributions du Premier ministre, en particulier en ce qui concerne les recours et même les arbitrages, reprend une partie des attributions du maître d'ouvrage, parce que désormais apparaît la notion d'autorité contractante, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage restent autorité contractante pour certains marchés, mais le ministre des marchés publics est autorité contractante pour d'autres marchés, en tout cas les marchés les plus importants. Et puis, le ministère des marchés publics reprend également une partie des attributions de l'agence de régulation. Dans tous les cas, je veux dire, il reprend une partie des attributions du contrôle, pas forcément l'agent, mais il reprend une partie des attributions de contrôle. En particulier, a priori, il y a des arbitrages qui lui sont soumis, et cette circulaire dit que les recours lui sont adressés. Les observateurs indépendants sont toujours en place, mais les commissions spécialisées de contrôle ont disparu. Alors, qu'est-ce qui bloque? Les freins, on va les analyser à l'aune des 5 standards internationaux, hein, pour voir si est-ce que notre système répond à ces préoccupations-là. Est-ce qu'on a une liberté d'accès au marché? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui, ça, personne ne peut le nier. Toutefois, on peut relever que la capacité des opérateurs est inégale face aux conditions, en particulier d'accès au crédit, de garanties bancaires et autres. Mais sur le principe, il y a liberté. Les délais de paiement sont longs. Donc, on a une accumulation d'arriérés. Je pense que dans certains secteurs, on commence à retrouver des situations qu'on a vécues au début des années 90, pratiquement. Prenez le secteur du BTP, ça commence à s'accumuler. En tout cas, sur les dernières années, les gens ont fait face à un stock d'arriérés relativement important. Et puis, les délais sont de plus en plus allongés avec l'intervention du ministère des marchés publics dans le circuit de paiement. Est-ce qu'on a la transparence et l'équité? C'est là que les vrais problèmes commencent. D'abord, on peut noter que malgré tout, il y a encore beaucoup de pratiques discrétionnaires. Il y a beaucoup de choses qui se font encore à la discrétion des maîtres d'ouvrage. Le gré à gré n'est toujours pas l'exception. Peut-être que ça a changé depuis qu'on a le ministère des marchés publics, mais il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était devenu la règle, mais c'est clair que ce n'était plus l'exception. On a quand même une interrogation sur les marchés du ministère de la Défense. On est tous d'accord que tout ce qui touche à la sécurité et autres, voilà, ça doit obéir à des procédures particulières. Je ne sais pas, acheter des armes, mais sincèrement, est-ce que si on doit acheter du papier au ministère de la Défense, est-ce qu'on ne doit pas faire un appel à la concurrence? C'est une question que nous nous posons. Et puis, je suppose que vous êtes au courant, le contrôle supérieur de l'État et la CONAC ont mis en exergue de nombreux cas de fractionnement pour contourner justement les seuils et surtout pour passer au 4-9. La transparence et l'équité sont également mises à mal par la qualité des dossiers. Il n'y a pas d'évaluation précise, en tout cas pas à notre niveau, mais on note qu'il y a beaucoup de dossiers qui comportent des insuffisances en termes de définition des prestations, des critères d'attribution, soit qui ne sont pas clairs, soit qui sont discriminatoires. Mais le point le plus important dans la transparence et l'équité, c'est le fait que les mécanismes de contrôle prévus par le Code sont, de notre point de vue, totalement inopérants, ou presque. D'abord, les observateurs indépendants. On se demande si leurs rapports sont lus. Le DG de l'ARMP est là, mais pour avoir été personnellement observateur indépendant, moi je doute de ce que ces rapports soient lus par quelqu'un. Surtout parce que, enfin, je ne sais pas si ceci justifie cela, mais les observateurs ne sont pas payés. Alors vous imaginez un gendarme qui n'est pas payé, avec des arriérés qui parfois tiennent sur 3 années. Donc il y a des audits qui sont réalisés, mais on a comme l'impression que c'est d'abord pour se conformer au décret. D'abord, les audits sont réalisés en retard, souvent largement en retard, parfois 4 années après. Vous imaginez pour des travaux
quelquefois périssables comme l'entretien routier, on se demande très bien ce qu'on nous dit 4 années après. Mais surtout, les rapports sont tenus confidentiels par l'Agence de régulation des marchés publics. Ils ne sont même pas, d'après nos informations, communiqués au maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas quels sont les dysfonctionnements ou les non-conformités qui ont été observés. Les mécanismes de gestion de recours sont malheureusement peu clairs et je dirais également inopérants. C'est vrai qu'il y a des recours, il y a quelques recours, il y en a même qui aboutissent, mais je dois vous avouer que c'est un véritable chemin de croix. Donc, depuis 2012, donc depuis l'arrivée du ministère des Marchés publics, il y a, peut-être conflit n'est pas le bon terme, mais il nous semble avoir un chevauchement de compétences entre donc le Premier ministre, dont l'autorité chargée des marchés publics, et le MINMA, parce que le Code dit que les recours, en particulier en ce qui concerne les attributions, sont adressés au Premier ministre, mais la circulaire nous dit que les recours sont adressés au ministère des Marchés publics. Alors, lorsqu'on est prestataire, à qui est-ce qu'on adresse son recours? Est-ce qu'il y a un dispositif réel de traitement des recours? On peut en douter. Peut-être qu'il existe. Mais on peut en douter, je veux dire, quand on compare à ce qui se fait dans d'autres pays où il y a des institutions claires chargées de traiter ces points-là. Et puis, il y a l'Agence de régulation des marchés publics, une fois de plus, parce qu'elle est en copie des recours, et c'est normalement elle qui devrait pouvoir, comment dire, monter le dossier pour l'autorité chargée des marchés publics. Donc, de ce côté-là, pour que votre recours bouge, il faut que vous bougez. Les autres standards internationaux concernaient donc la répression, l'existence des dispositifs de répression et puis les sanctions. Et puis il y a un élément nouveau qui est apparu, c'est la CONAC. La CONAC est rentrée dans la danse il y a quelques années, elle produit des rapports, mais beaucoup de ces rapports sont mis en cause par leur contenu. Le contenu est beaucoup mis en cause. Or, dans le même temps, il y a beaucoup de communication autour des rapports de la CONAC, ce qui finit par livrer, je pense, les maîtres d'ouvrage à la vindicte populaire, si on peut dire. Le nombre de plaintes nous semble faible par rapport aux récriminations que l'on entend ici et là. Elles n'aboutissent que rarement, apparemment par peur de représailles. Donc on se retrouve finalement dans un environnement général de quasi-impunité, parce que l'absence de répression devient contre-productive finalement, puisque les infractions sont connues, elles ne sont pas sanctionnées. Donc on a l'impression que ce qui est normal, c'est l'infraction. Le système est déséquilibré face par rapport au dispositif de contrôle qui est plus, de notre point de vue, globalement inopérant, à cause de l'impunité quasi généralisée, même si on voit quelques sanctions de temps à autre, l'incertitude sur les recours, les observateurs indépendants qui sont transparents, et puis les audits qui ne sont pas utilisés. Il n'y a pas que le secteur public, il y a le secteur privé aussi. D'une manière générale, il y a beaucoup d'amateurisme. Sincèrement, beaucoup d'amateurisme. On est entre nous, on peut se dire les choses en face. Il y a beaucoup d'amateurisme, aussi bien au niveau de la préparation des soumissions qu'au niveau de l'exécution. Les procédures de passation des marchés sont très faiblement maîtrisées. Et puis dans l'exécution, par exemple, la notion de délai pour tous ceux qui sont dans les travaux, ça n'existe pas, puisqu'on sait que de toute façon, le maître d'ouvrage va accorder une prolongation de délai. Donc les ouvrages sont de qualité douteuse et puis on a beaucoup de surcoûts. Alors, il y a des pratiques anticoncurrentielles, il y a une pression sur les prix, des gens qui ont tendance à tirer des prix vers le bas. Vous voyez des véhicules 4x4 qui font 2500 km par mois, on dit qu'on les loue à 400 000 francs par mois, même pas le coût du carburant au MINTP. Et puis il y a des tricheries, énormément.